Bienvenue dans l'un des maquis baoulés de la commune de Yopougon, dans le nord du district d'Abidjan. Mais cette nuit de dimanche de Pâques, il n'y a plus de place. Je suis très contente, très contente. Parce que je suis une fille baoulée. C'est Pâques qui nous. La famille, tout ensemble ici, on ne revient pas toujours à faire des Pâques. Dieu nous a permis qu'on puisse avoir ce jour, dont nous célébrons la résurrection de Christ un peu. C'est là que nous voyons ici à Timothée s'amuser. On se croirait à un jour de fête populaire dans un village baoulé, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Nos parents sont allés dans le V baoulé, ceux qui n'ont pas pu se déplacer se sont retrouvés à Yopougon. C'est la cohésion, c'est l'entente, ici c'est l'unité. Comme le pays prône la réconciliation, je pense que c'est ça la réconciliation. Un peu plus loin, un autre maquis baoulé. Même ambiance électrique, même fourmillement d'hommes et de femmes. Je ne suis pas partie au village. Mais pas qui nous là. Il y en a au village. Il y en a à Abidjan. On a trop fêté au village. Donc cette année, on a décidé de ne pas aller au village. On va rester ici pour voir la fête d'Abidjan, comment ça se passe. Sécurité assurée, sécurité garantie, promettent les responsables des lieux qui par ailleurs se frottent les mains en cette période de Pâques. C'est notre devoir, c'est notre savoir-faire. Donc ça ne coince pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de monde, mais on arrive à les canaliser quand c'est nécessaire. Quand un client il est fatigué, on essaie de le négocier pour le faire partir à la maison. Les Baoulés viennent parce qu'ils sont bien accueillis, ils se sentent à l'aise. Étant ici, ben, pour eux, ils sont au village. On met l'accent sur les morceaux baoulés parce que là, on accueille au moins 98% des Baoulés ici. Et là, ça nous va droit au cœur. Dans leur volonté de reconstituer l'ambiance des villages baoulés en ville, notamment à Abidjan, les maquis baoulés sont devenus les repères de nombreux Ivoiriens. Morik Bané, vendeur de café, exerce cette activité depuis quelques mois dans la ville de Bondoukou. Une activité informelle qu'il mène après la vente d'accessoires de téléphones portables. Avec le temps, il était un peu dur par rapport à les téléphones que ça ne marche plus. Ouais, avec le café, à chaque moment, les gens ont besoin du café coupé. Même c'est 100 francs, on peut s'en sortir un peu. On cherche à développer le coin. Mori n'est pas le seul à vivre cette situation. Ils sont nombreux, ces jeunes et ces femmes de la région de Gontougo, qui attendent des financements de projets. Un cri de cœur entendu par le conseiller régional. Cette institution de développement met à la disposition des jeunes et des femmes 150 millions de francs CFA. Et pour cette première phase, ce sont 300 bénéficiaires qui ont reçu les chèques des mains des ministres Maria Toukone et Kobeno Kossia Djoumani. Les membres du gouvernement ont invité les bénéficiaires à rembourser dans les délais afin de permettre à d'autres femmes et jeunes de pouvoir en bénéficier. Les fonds vont leur permettre vraiment de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Donc c'est sûr que ça va aider beaucoup. Les fonds partent de 200 000 à 1 million de francs. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité félicite le Conseil régional du Gontougo pour ses efforts dans l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. C'est une chaîne de solidarité qui a été tissée par le Conseil régional du Gontougo. Il ne faut pas que cette chaîne se brise. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est continuer, bien sûr, bénéficier du fruit de leur travail, mais rembourser cet argent qu'elles ont obtenu à moindre coût, 5%, afin que d'autres personnes puissent bénéficier et donc être dans la chaîne de solidarité qui ne doit pas s'arrêter. Les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage de ces dons. Le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kosonou Kwasi, soutient que la politique d'assistance aux femmes et aux jeunes va se poursuivre afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Mais la jeunesse, c'est l'avenir de l'humanité. Les femmes aussi, quand elles entreprennent, mais elles réussissent souvent plus que certaines autres personnes. C'est pourquoi nous avons pensé aux femmes, elles souffrent trop. Et nous pensons qu'avec ces moyens-là, elles pourront se prendre en charge et elles pourront prendre en charge leur famille. En plus de ce don, des projets communs générateurs de revenus sont mis en place dans les villages de la région de Gontougo pour apporter un mieux-être aux jeunes et aux femmes.
Ancré profondément dans la culture américaine, le droit de porter une arme est inscrit dans le 2e amendement de la Constitution des États-Unis. Un tiers des foyers américains possèdent une arme à feu. Il y aurait entre 270 et 310 millions d'armes dans tout le pays, en moyenne une par habitant, un record mondial. En 2012, près de 8 900 personnes sont mortes par balle sur 15 000 homicides recensés. Des fusillades dans des lieux publics viennent régulièrement endeuiller le pays, relançant le débat sur la régulation des armes. Chaque État américain a sa propre législation sur les armes, mais elle ne s'impose qu'aux armuriers. Les ventes entre particuliers, qui représenteraient 40% des transactions, ne sont pas réglementées. Le président Barack Obama a essayé d'interdire les armes d'assaut et d'introduire un renforcement de la vérification des antécédents des acheteurs, sans succès. La NRA, le puissant lobby pro-armes, s'y oppose farouchement au nom du port d'armes autorisé par la Constitution américaine. Une histoire tragique, mais loin d'être unique en Inde. Cette veuve, mère de 2 enfants, dit avoir été violée l'an dernier par son beau-frère, alors qu'elle dormait dehors, dans la campagne du Rajasthan. Elle a dû se battre pour pouvoir porter plainte. Quand j'allais au poste de police, ils essayaient de me faire repartir en me disant « Tu fais juste semblant, tu mens, rien ne s'est passé ». Après, je rentrais chez moi et je pleurais. Une indifférence encore répandue en Inde, 5 ans après le viol collectif d'une étudiante à Delhi qui avait choqué le pays et poussé des milliers de personnes dans la rue. Signe d'un début de prise de conscience collective, le nombre de crimes sexuels signalés a augmenté. Dans la capitale, la police a mis en place des numéros d'urgence et propose aux femmes des cours d'autodéfense. Nous utilisons aussi la technologie. Nous essayons de provoquer un changement de comportement. Nous encourageons les femmes à signaler les crimes. C'est la stratégie que la police de Delhi suit pour faire baisser le nombre de crimes envers les femmes à Delhi et assurer leur sécurité. Les violences persistent pourtant, avec près de 40 000 viols enregistrés chaque année. En janvier, un bébé de 8 mois, une petite fille, a été violé chez elle, à Delhi, ce qui a déclenché une nouvelle vague de manifestations. Ils sont plus inquiets pour les vaches, pour la religion que pour l'humanité. Ils ne se préoccupent pas des filles et des femmes du pays. De retour au Rajasthan, l'agresseur de cette femme est désormais en prison. Mais la vie de sa victime ne sera plus jamais la même. Ma vie est ruinée. Je n'ai pas de vie. Les chiens et les chats ont une meilleure existence que la mienne. Ils mangent des repas réguliers, mais pas moi. Mon corps est rempli de tristesse. Le chagrin m'a coupé l'appétit. Tout ce que je fais, c'est pleurer et pleurer. Un destin trop commun en Inde, où le viol reste synonyme d'ostracisation pour les victimes. Des restes d'une pyramide en bon état de conservation ont été trouvés le 3 avril 2017 sur le site archéologique de Dachour, près du Caire. Une construction vieille de 3700 ans. La petite pyramide date de la 8e dynastie, 1802-1640 avant Jésus-Christ. Les archéologues égyptiens ont découvert un corridor conduisant à l'intérieur de la pyramide prolongé par une rampe et l'entrée d'une pièce. Sur les photos fournies par le ministère, on peut voir des blocs de pierre et le début du corridor. Les archéologues ont notamment retrouvé un petit bloc en albâtre noirci affichant des inscriptions en hiéroglyphes ainsi qu'un linteau de granit et des blocs de pierre qui permettent d'en savoir plus sur l'architecture interne de la pyramide. La découverte a été effectuée près de la pyramide construite par le pharaon Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie, environ 2600 ans avant Jésus-Christ et père du pharaon Khéops, qui a lui-même donné son nom à l'une des plus célèbres pyramides égyptiennes sur le plateau de Gizeh. Ces tests sont notamment menés dans la pyramide de Khéops, la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout. Ce monument géant de 4500 ans trône sur le plateau de Gizeh, dans la banlieue du Caire, aux côtés du Sphinx et des pyramides de Képhren et Mykérinos. L'Égypte compterait pas moins de 123 pyramides découvertes à ce jour. Les vestiges découverts à Dachour semblent indiquer que le monument appartenait à une reine qui aurait été enterrée près de son mari ou de son fils.